Ouais, bah, bienvenue tout le monde chez Optimally. Ça fait toujours très plaisir de recevoir du monde ici. C'est une petite conférence qu'on réalise tous les mois. Nous permettent en fait en permanence de réaliser notre mission qui est de permettre à tout le monde de faire son référencement soi-même, sans connaissance technique préalable. En fait, à l'origine, je ne suis pas du monde de l'informatique. La première chose que j'ai fait pendant la fin de mes études, en fait, c'est créer une entreprise de colonies de vacances. Donc rien à voir avec l'informatique, rien à voir avec le développement web, rien à voir non plus avec le web marketing. Donc comme la plupart d'entre vous ici. Et l'idée en fait c'est que si j'ai appris un truc sur le web en créant cette boîte-là, c'est que la seule façon d'y arriver, c'est de le faire soi-même. Alors moi en fait à l'époque où je l'ai créé, donc il y a 10 ans, j'avais un avantage, c'est que Google était moins concurrentiel qu'aujourd'hui, il y avait moins de gens qui faisaient du référencement. Donc j'ai pu arriver à le faire simplement en lisant un bouquin et en appliquant ce qui était écrit dedans. Excellent bouquin que je vous conseille d'ailleurs, d'Olivier Andrieux, Réussir son référencement web. Un beau pavé de 700 pages, mais très instructif, dans lequel il y a tout ce qu'il faut savoir. Alors, l'idée, c'est que le référencement naturel a un gros défaut, c'est que ça prend énormément de temps au début et que les effets ont lieu plus tard, dans 5 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. Ils sont progressifs. Par contre, le gros avantage du référencement naturel, c'est que pour vous, une fois que ça fonctionne, c'est des clients toute l'année. Gratuit, puisque vous ne payez pas à chaque fois que quelqu'un vient sur votre site. C'est aussi une forte notoriété, c'est aussi la capacité à montrer ce que vous apportez de différent, parce que le référencement, c'est du contenu. Alors, cette boîte-là, en fait, elle est passée de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 1 million en 2 ans et demi, sans jamais dépenser un centime de pub. Et uniquement parce qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, si on s'occupait nous-mêmes de notre site web. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que derrière, j'ai créé aussi une agence web. Et je me suis dit, mais c'est ce que j'ai fait pour moi, j'aimerais bien le faire pour les autres. J'aimerais bien arriver à dire, bah, je vais vous générer du chiffre d'affaires, je vais vous générer des clients, je vais réussir à vous aider à monter votre boîte, parce que souvent, c'est avec des entrepreneurs, etc. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'en tant qu'agence web, je ne pouvais rien pour vous. Je ne pouvais rien pour mes clients. Tout simplement parce que le client ne peut pas obtenir des résultats sur le web en déléguant ça à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut paraître curieux parce qu'on se dit, mais c'est pas mon métier. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à se retirer de l'esprit. Si vous voulez générer des clients sur Internet et que c'est important pour vous, en fait, c'est votre métier. Il n'y a pas un truc plus important à faire que de trouver des clients. Si son but, c'est de les trouver sur Internet, qu'est-ce que j'ai de plus urgent à faire dans la journée quand je me lève le matin que de faire ça? Et donc, en fait, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que finalement, la valeur de votre entreprise, elle ne se mesure pas uniquement à ce que vous êtes capable de produire comme service, elle se mesure aussi à la capacité que vous avez eue d'internaliser de la compétence, de la connaissance. Et donc nous, en fait, notre but, c'est pas de vous dire on va faire à votre place et ça va bien se passer, parce que ça se passera pas bien. C'est plutôt de vous dire vous allez être capable de faire par vous-même, et là, ça va bien se passer. Donc après cette expérience d'agence web, on a donc pu lancer Optimize Me, avec une proposition de valeur simple, arriver à placer son site en tête de Google. Alors après, on verra ce que ça veut dire exactement en tête de Google, en le faisant sans connaissance technique. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a dans le logiciel. Je vais vraiment vous montrer tout ce qu'il y a dans le logiciel, toutes les connaissances, toutes les compétences qu'il y a dans le logiciel. La première chose, en fait, que je voudrais mentionner, c'est que pour faire du référencement, il faut avoir compris comment fonctionne Google. Et c'est pas si compliqué que ça à comprendre, je vais vous l'expliquer en quelques secondes. La première chose, en fait, c'est que lorsque vous tapez un mot-clé, par exemple, vous tapez séjour linguistique, vous voyez que Google vous donne 1 500 000 résultats en moins d'une seconde. Bon, il se la pète un peu de nous dire combien ça prend de temps et tout, c'est hyper rapide, mais comment est-ce qu'ils font pour être aussi rapides? Parce qu'en fait, le travail est fait avant. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où vous tapez que Google va aller chercher partout sur le web où sont les sites, qu'est-ce qu'il y a comme site qui parle de ces genres linguistiques, etc. Ça, ce ne serait pas possible. En fait, Google, avant même que vous fassiez une recherche, a déjà copié le contenu de tous les sites du monde, en tout cas tous les sites qui veulent bien, dans ces data centers. D'ailleurs, si vous tapez data center Google, vous pouvez les regarder en Street View.
En fait, vous avez la possibilité de vous promener, voilà, explore Google Data Center si ça vous intéresse. Mais en fait, matériellement, c'est pas quelque chose de bien compliqué, hein. C'est que vos sites sont stockés dans des grands disques durs. Et tant que votre site n'est pas stocké dans les grands disques durs de Google, il ne peut pas apparaître chez Google, hein. C'est obligatoire. Parce que en fait, Google cherche là-dedans s'il y a quelque chose qui correspond à ce qu'on a tapé là. Et alors, cette phase-là, on appelle la phase d'indexation. Ça veut dire tout simplement, le contenu de mon site a bien été copié par Google. Et Google, après, revient régulièrement sur votre site pour savoir s'il y a eu des mises à jour. Parce que, par exemple, s'il le copie lorsque vous mettez en ligne votre site, bah, il faut bien qu'à un moment donné, si vous faites des modifications, cette modification, elle soit aussi stockée. Ce qui veut dire que le robot de Google, qu'on appelle le Googlebot, revient régulièrement pour déclencher la copie de votre site. Donc si par exemple, je cherche le nom d'une marque, par exemple j'ai envie de savoir quand est-ce que la dernière fois le robot de Google est venu sur mon site, bah, je vais taper le nom de mon site, Optimize.me, et vous avez en fait dans les résultats un petit triangle vert ici. Et en fait, quand vous cliquez sur le triangle vert et que vous mettez en cache, vous allez voir le site non pas tel qu'il est dans votre hébergeur à vous, mais tel qu'il est chez Google. C'est-à-dire la dernière version de votre site copiée par Google. Vous savez quand c'est, parce que c'est marqué là. Il s'agit d'un instantané de la page telle qu'elle était affichée le 26 février 2018 à 2h43 GMT. Donc ça, c'est la dernière fois que Google est passé sur le site. Donc on en arrive à une première contre-vérité sur le référencement qu'on entend très souvent. On dit pour être bien référencé, il faut mettre souvent à jour son contenu. C'est pas exactement ça. En fait, pour que Google vienne souvent voir mon contenu et vienne très souvent réindexer et voir vite mes modifications, il faut que je mette souvent des mises à jour. Parce que Google, en fait, s'il se rend compte qu'à chaque fois qu'il vient, il n'y a pas de modif, il ne va pas venir toutes les 3 secondes, parce que ça lui coûte un peu en fait. Donc si par exemple toutes les 2 semaines vous faites une modification, Google viendra probablement toutes les semaines, peut-être même toutes les 2 ou 3 semaines. 3 semaines c'est quand même beaucoup, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui des temps d'indexation aussi longs, mais en tout cas ça ne va pas être tous les jours ou toutes les heures. Par contre vous prenez un site comme Libération ou tous les sites de médias qui mettent à jour quasiment toutes les minutes, eux potentiellement ils peuvent être recrawlés toutes les minutes. Alors crawler ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google vient, le robot de Google vient, et il va venir sur une première page qu'il connaît, par exemple votre page d'accueil, et après lui, il est programmé pour faire une chose très simple. S'il voit un lien, il le suit, il arrive sur une nouvelle page, il la copie, il regarde ce qu'il y a comme lien sur cette nouvelle page, s'il trouve des nouveaux liens, il va copier encore toutes les pages qui sont liées par ces nouveaux liens. C'est ce qui explique qu'un site web en fait, peut être copié en entier par Google assez rapidement. Si par exemple Google arrive sur une page, par exemple votre page d'accueil, vous voyez, vous avez un menu, et en fait un menu techniquement c'est quoi? C'est des liens vers d'autres pages. C'est pas plus que ça. Donc il va aller sur la page fonctionnalité, la page résultat, la page tarif, et il va les copier, etc. C'est comme ça en fait que Google arrive à explorer, sinon il ne pourrait pas savoir que des pages, des sites existent. Alors théoriquement, quand on crée un site web, Google n'aurait pas de façon de savoir qu'il existe. Alors en réalité, il y a des choses qui sont faites maintenant pour que ça se fasse automatiquement. Par exemple, si vous publiez un site WordPress, il y a une fonctionnalité dans WordPress qui va faire qu'automatiquement il va être soumis à Google pour que Google sache qu'il existe. Donc Google va venir. Si vous créez vraiment votre site de façon complètement isolée, sans CMS, donc les CMS ce sont les logiciels pour modifier les sites web, comme WordPress par exemple, PrestaShop peut-être que vous connaissez, etc. Bref, vous faites un site sans CMS, c'est possible que Google ne soit pas au courant que votre site existe. Donc si ça arrive, il y a un truc simple, vous tapez indexation Google, comme ça, et en fait, vous allez voir ici, envoi de votre contenu à Google. Et en fait, si vous cliquez sur ça, vous pouvez dire à Google, voici un nouveau contenu à indexer, en mettant ajoute votre URL à l'index Google. Voilà, donc là vous indiquez l'URL, Google va être au courant et va potentiellement venir pour explorer le site. Pareil, dans votre site web, il faut éviter d'avoir des pages qui ne sont liées par aucune autre page, c'est-à-dire qui ne reçoivent de lien d'aucune autre page. Imaginons que vous avez une page d'accueil. C'est votre page d'accueil. Ici, vous avez 3 pages qui sont liées dans le menu, parce que vous avez un menu, donc vous avez la page contact, vous avez tarif, et vous avez notre équipe. Donc quand les gens cliquent sur contact, ils arrivent sur cette page-là,
c'est la page contact, avec un petit formulaire, machin, etc. Là, pas de problème, Google arrive sur cette page-là, le robot voit qu'il a 3 liens ici, il va les suivre, il va les indexer, pas de souci. Par contre, si vous avez créé une autre page ici, par exemple une page que vous avez dédiée pour une publicité, où vous avez présenté un nouveau produit, et vous avez fait une publicité par exemple sur Facebook, et vous envoyez des gens sur cette page-là. Si cette page elle est liée par aucune autre, Google ne peut pas être au courant qu'elle existe. Donc, si vous voulez que Google soit au courant, il faut à minima qu'il y ait quand même un lien depuis une autre page vers ça. C'est la raison pour laquelle, en général, on crée ce qu'on appelle un sitemap, plan de site. La plupart des sites le font, qui est en fait tout simplement une page sur laquelle il y a un lien vers toutes les autres pages. Ça ne va pas chercher plus loin. Donc techniquement, le plan de site, il faut qu'il puisse être localisé par Google. Donc là, c'est un petit truc un peu technique à demander à quelqu'un qui a fait votre site, un développeur, etc. C'est juste que il y a un fichier qui s'appelle le robots.txt. Et il faut en fait demander à ce que dans robots.txt, il y ait l'adresse du sitemap. C'est la seule fois où je vais faire un truc un peu technique, que vous ne pouvez pas faire vous-même, c'est le seul truc. C'est pas du tout indispensable pour la plupart des sites web. Si vous avez un site web fait avec WordPress, par exemple, parce que je dis WordPress parce que la moitié des sites actuellement qui sont créés, c'est WordPress. Vous n'aurez pas besoin de ça. C'est juste besoin de créer le site, c'est tout. Mais si vraiment vous vous rendez compte qu'il y a des pages qui ne sont pas indexées, parce que vous avez fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez rentré... Non, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré exactement ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on fait pour savoir si une page est indexée ou pas. Imaginons qu'on prenne cette page-là. C'est une page qui parle... on va prendre le projet éducatif. Hop. Projet éducatif. Bon. J'ai envie de savoir si elle est indexée. Dans Google, en fait, vous faites une commande, c'est site 2 points, et vous mettrez l'adresse. Voilà, site 2 points et adresse de la page. S'il y a un truc qui sort ici, ça veut dire que Google est au courant que ça existe, c'est indexé. S'il n'y a rien qui sort, ça veut dire que la page n'est pas indexée. Ça, c'est pour faire un petit test. Bon. Donc là, j'en ai fini avec la partie indexation. Attention aux offres de référencement, où on vous dit on va vous référencer dans 1000 moteurs de recherche. Alors pourquoi? Parce que 1000 moteurs de recherche, déjà, ça désigne Google et ses concurrents, hein, les moteurs de recherche. Donc, si on dit 1000 moteurs, on prend Google, en France, ça doit être à peu près 95% du marché. Ensuite, on doit avoir Bing, Yahoo et Quant qui doivent se partager 5%. Qui sont les 996 autres moteurs de recherche? Je ne sais pas. Donc, ça, ce sont des arnaques. Il ne faut pas confondre le référencement et l'indexation. Normalement, si on parle de référencement, on parle essentiellement de positionnement. C'est-à-dire que le but, c'est que quand quelqu'un tape un truc dans Google, je sois plus proche du premier résultat que du 100 millionième résultat. C'est ça, en fait, le référencement. Donc, l'indexation, c'est la base. Il faut que votre site soit indexé chez Google. Pour tous les sites de peu de pages, 50, 100, 500 pages, c'est très rare qu'on ait des problèmes d'indexation. Google se débrouille très bien avec ça. Les problèmes d'indexation arrivent sur des sites plus grands, souvent des sites e-commerce, ou alors des sites utilisant une technologie JavaScript. Alors là, je ne vais pas trop dans le détail de ça, mais si votre site en fait utilise beaucoup de JavaScript ou d'Ajax, vous entendez ces mots-clés-là, ça peut être un problème. Ça, c'est quelque chose de... Je ne rentre pas dans ce genre de sujet-là, sur ce type d'intervention. Mais sachez que si jamais un jour vous avez un audit de référencement, quelqu'un qui vous dit vous avez des problèmes d'indexation de vos pages, des problèmes d'URL inaccessibles, des choses comme ça, et que vous entendez JavaScript, etc., c'est normal. C'est qu'il peut y avoir un problème. Donc je ne rentre pas dans le détail de ça parce que ce n'est pas un cas qui va beaucoup vous concerner. Donc maintenant, nous allons passer à la question du positionnement. Donc comment est-ce qu'on fait pour être bien placé sur Google? La première chose qu'il faut bien comprendre, et à la limite, s'il y a vraiment un truc dont il faut que vous vous rappeliez en partant d'ici, c'est ce que je vais vous dire là, c'est que on ne mesure jamais le référencement à un mot-clé, ni même 2, ni même 3. En fait, le principe même du référencement, c'est de trouver des dizaines, des centaines, des milliers de mots-clés différents et de travailler globalement pour avoir beaucoup de mots-clés positionnés. Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la longue traîne, qui fait que, dans le meilleur des cas, si par exemple vous prenez les 10 mots-clés que vous préférez, et que vous étiez premier sur ces 10 mots-clés,
de toute façon, mathématiquement, statistiquement, etc., ça ne représentera jamais plus de 15% de votre trafic, quoi qu'il arrive. Parce qu'il y aura toujours une infinité d'autres façons d'exprimer la même idée qui seront tapées par les gens sur Google. Et surtout, si vous mesurez votre référencement à 10 mots-clés, en fait, en gros, vous mesurez votre référencement à 10 cerveaux différents. Ce qui ne fait pas beaucoup si vous voulez vendre massivement. Parce que, en fait, chaque cerveau humain va avoir une façon d'exprimer une idée de façon différente. Parce que déjà, il y a son contexte, il y a ce qu'elle connaît, il y a ce qu'elle veut, il y a le moment où elle tape la chose, etc., etc. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. L'exemple type sur ça que je donne toujours depuis 3 ans, parce que c'est celui qui me semble toujours le plus parlant, c'est un exemple réel, hein, donc, un client qui voulait travailler sur référencement sur le sujet de la location de salle. Pourquoi? Parce que lui, son métier, c'est de louer une salle. Il n'en avait qu'une, mais qu'il pouvait louer dans plusieurs contextes différents. Et sa salle, donc, elle était à Lille. Donc lui, en fait, son obsession, c'était « je suis mal référencé, quand on tape location de salle Lille, on ne me trouve pas ». Et ça a été compliqué pour moi d'arriver à lui expliquer qu'en fait, personne n'a besoin d'une location de salle à Lille. Parce qu'on a toujours besoin d'une location de salle pour faire quelque chose. Donc, les gens ne tapent pas location de salle Lille. Ils tapent location de salle de mariage, de conférences, de réunions, de formations, de séminaires, de baptême, des fêtes. Ou alors ils tapent des sujets. Par exemple, comment organiser une réunion, où organiser une réunion, le meilleur endroit pour organiser une réunion. Tous ces gens en fait, qui tapent dans Google des questions expriment un problème. Ça va avec la création d'entreprise. En fait, la meilleure façon de présenter son entreprise, c'est jamais de dire voilà ce que je fais, mais toujours de dire voilà le problème que je règle. Par exemple, Google, ce que c'est un classement de pages HTML en fonction d'un mot-clé tapé. Si je vous dis ça, ça ne fait pas rêver. Si je vous dis Google, c'est la réponse à n'importe quelle question, n'importe quand, ça fait déjà un peu plus rêver. Pourquoi? Parce que là, je l'ai formulé sous la forme d'une question et d'un problème. Mon problème, c'est que j'aimerais bien avoir des réponses aux questions que je me pose. Solution, Google me permet de le faire. Donc quand en fait vous travaillez le référencement de votre site, la première chose que vous devez faire, c'est vous demander quelles sont toutes les questions que les gens se posent sur les sujets que vous abordez. C'est bon? Alors, évidemment, ce travail-là, il est difficile à faire. Parce que c'est stratégique, ça nécessite de se mettre à la place des autres. Et quand on est l'entrepreneur, on est en général la personne la moins bien se passer pour se mettre à la place de ses clients. C'est ça le drame de l'entrepreneuriat d'ailleurs. Mais en tout cas, on doit en passer par là. Donc, bien choisir ses mots-clés, c'est la première étape. Donc, pour bien choisir ses mots-clés, il faut déjà complètement se déscotcher de ceux qu'on aime bien. En se disant, bon ok, ceux-là je les mets, je les aime bien, c'est les mots qui me plaisent, mais c'est pas ça l'objectif. Ensuite, il faut être capable de comparer leur volume de recherche. C'est-à-dire de savoir, bah, celui-là, il est cherché beaucoup, celui-là, il est peu cherché, etc. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut arriver à les catégoriser. Par exemple, vous avez des mots-clés qui sont tellement proches l'un de l'autre qu'on va les grouper parce qu'ils expriment à peu près la même, même pas à peu près, exactement la même proposition de valeur. C'est pour ça que dans une même page, on peut travailler parfois plusieurs mots-clés. Alors, du coup, voilà comment est-ce qu'on fait une recherche. La première chose à comprendre, alors vous pouvez le faire avec un fichier Excel. Hop. La première chose à comprendre, c'est que chaque mot-clé que vous allez mettre en haut de vos colonnes Excel, là, ce qu'on va faire là, ça débouchera sur une page. Par exemple, si on prend salle de séminaire, et puis salle de réunion, par exemple. Alors, d'ailleurs, le mot n'est pas forcément parfait, il faudrait mieux mettre location de salle de séminaire. Voilà, et puis location de salle de réunion. Si je prends ces deux premiers mots-clés-là, si j'ai validé que je travaillais ces mots-clés-là, je vais faire 2 pages différentes sur mon site, obligatoirement. Ce qui veut dire qu'à la fin des pages, je vais en créer des dizaines, voire des centaines. Si je suis un site e-commerce, je suis obligé de créer des centaines de pages, si je veux vraiment des résultats. Alors, du coup, là, ce qu'il va falloir, c'est qu'on complète notre fichier Excel.
Alors, pour trouver des idées de mots-clés, parce que les idées de mots-clés, elles ne vont pas vous venir que comme ça. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de parler aux gens qui ont déjà acheté vos produits et services et de savoir ce qu'eux, ils taperaient dans Google pour trouver vos produits et services, sans les influencer, donc sans leur donner vos idées à vous. Après, la deuxième étape, c'est de faire une recherche de mots-clés sérieuse avec un logiciel. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, sachez que AdWords, donc le logiciel qui est utilisé par Google pour vous permettre de créer des publicités chez eux, je vais peut-être faire un petit détour par AdWords pour être sûr que tout le monde sait bien ce que c'est. Je reprends séjour linguistique. Ça là, les premiers résultats où il y a marqué annonce, c'est pas du référencement naturel, c'est du référencement payant. Ça veut dire que là, si je clique sur ce résultat-là, eurocentre.com va payer à Google, à vue de nez, je dirais 3 ou 4 euros à peu près. Le montant qu'on paye à Google dépend du niveau de concurrence sur le mot-clé, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont dit quand quelqu'un tape ce mot-clé, moi je veux apparaître. Pour travailler ça, il faut utiliser le logiciel de Google qui s'appelle AdWords. C'est pas quelque chose qu'on déconseille, hein. Vous pouvez tout à fait faire de la publicité sur Google AdWords. L'avantage par rapport au référencement naturel, c'est que c'est immédiat. C'est-à-dire que demain, vous commencez à générer du trafic grâce à Google. Le désavantage, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un clique, ça vous coûte des euros. Et ça peut vite chiffrer. Donc, il faut faire attention et mesurer si ça apporte réellement quelque chose ou pas au final. Alors, quand vous êtes dans le logiciel d'AdWords, vous avez en fait un certain nombre de fonctionnalités qui vous permettent de créer vos publicités. Et quand vous cliquez sur la roue, enfin le truc à molette là, je ne sais même plus comment ça s'appelle, la clé à molette, et vous allez dans Planning, vous pouvez aller sur un truc qui s'appelle Keyword Planner. Alors, sachez que pour créer votre compte AdWords, il va vous demander votre carte bancaire. Donc, il faut la mettre, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais par contre, si vous ne créez pas de publicité, vous ne serez pas débité. Là, vous avez un truc qui s'appelle Search for new keywords using a phrase, website or category. Donc là, en fait, là-dedans, alors oui, en plus le mien il est en anglais, mais normalement c'est en français, je vous rassure. Là, vous tapez un truc, donc par exemple, on va mettre séjour linguistique. On va mettre, et vous choisissez ce que vous ciblez comme endroit, donc là on va mettre France, save, et en fait on va obtenir quelques idées. Ah. Si Google se met à bugger, on est mal barré. Get ideas. Bon. Google n'a pas l'air de vouloir nous aider beaucoup aujourd'hui. Si, voilà. Donc là, on va avoir quelques propositions. Vous voyez, séjour linguistique, séjour anglais, immersion anglais. Donc là, par exemple, tout de suite, c'est intéressant parce que immersion anglais, nous, ça exprime vraiment un problème. Ça exprime pas ce que c'est. Effectivement, quelqu'un qui veut aller en immersion, ça peut finir dans un séjour linguistique, mais ça pourrait très bien finir autrement. Son problème, c'est qu'il veut être immergé. Donc il faut lui faire une page, on va lui parler que d'immersion. Ça a deux gros avantages. Le premier, c'est que Google va le positionner beaucoup plus haut parce que Google est vraiment capable de savoir si la page parle exactement d'immersion et pas juste d'un séjour. Et deuxièmement, les gens qui ont tapé ça et qui tombent sur une page qui leur parle exactement de ça, ils achètent. Ceux qui tombent sur un truc où on leur parle des 40 000 séjours linguistiques qu'on a créés, et dont un tiers sont éventuellement de l'immersion et les autres pas du tout, ils s'en vont. Donc, à la fois pour la conversion côté client et pour le référencement côté Google, c'est indispensable de procéder comme ça. Alors là, du coup, vous avez un certain nombre de suggestions. Alors, on va peut-être reprendre aussi avec l'exemple qu'on avait là. Donc, salle de séminaire, par exemple. Voilà, et donc là, vous avez des propositions. Donc, vous avez salle de mariage, location de salle tout court, louer salle, séminaire entreprise, organiser un séminaire, etc. Donc, imaginons que, par exemple, je m'intéresse à organiser un séminaire. Ben, je vais mettre organiser un séminaire ici. Alors, derrière, il y a un petit truc qui peut être intéressant à regarder, enfin pas qui peut, mais qui est intéressant à regarder. C'est, vous voyez ici, vous avez une estimation du volume de recherche. Bon, vous ne voyez pas d'ailleurs. Je vais vous le déplacer un peu. Voilà. Entre 100 et 1000 recherches par mois.
faut pas se focaliser sur le nombre, parce que le nombre en fait est faux, pour plein de raisons. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt de comparer. Par exemple, là, c'est entre 1000 et 10 000. Donc celui-là est plus recherché. C'est pas intéressant de se dire... J'ai mon micro qui est en train de tomber, moi. C'est pas forcément intéressant de se dire qu'on va cibler uniquement les mots-clés qui sont les plus concurrentiels. Parce que... Ouais, mais comme c'est quand je le mets dans l'autre sens, il tombe. Pas ultra pratique. Donc c'est pas forcément intéressant d'aller cibler exclusivement les mots-clés concurrentiels. Parce que, même, certes c'est très recherché. Donc, par exemple, évidemment, un mot-clé qui est très recherché peut être difficile en fait, à accéder. Mais en plus, ce qui va être intéressant, en fait, c'est plus de se dire, je vais à la fois cibler beaucoup de mots-clés avec peu de volume de recherche, parce que ce sera plus facile en fait, de générer beaucoup de trafic en s'étant positionné pas trop mal sur pas mal de mots-clés avec peu de volume de recherche, que d'aller se focaliser sur 3-4 mots-clés qui ont un gros volume de recherche. Parce que potentiellement, vous allez avoir du mal en fait, à vous placer sur ces mots-clés-là. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Et après, la deuxième chose, c'est que dans l'organisation de votre site, ça vous sera utile plus tard de savoir quels sont les mots-clés les plus recherchés, parce que ceux qui sont les plus recherchés, ce sera des pages qu'on mettra plus en avant. Alors, je vous montrerai après ce que ça veut dire, une page plus en avant. Donc, nous avons donc maintenant quelques éléments pour rechercher des mots-clés. Alors, je vous montre aussi comment ça fonctionne avec des logiciels. Donc, évidemment, je vais vous montrer avec le nôtre. En fait, l'idée, c'est que lorsque vous lancez votre campagne de référencement avec OptimizeMe, voilà, vous avez ici un certain nombre de mots-clés principaux qui sont suggérés. Donc là, on est sur l'univers des colonies de vacances. Donc à partir du moment où vous avez rentré votre site, on vous propose déjà des mots qui sont en rapport avec ce que vous faites. Là, par exemple, camp de vacances, c'est une autre façon de dire colonie de vacances, mais c'est aussi un autre type de colonie de vacances. Centre de vacances, après par exemple, colonie de vacances, ado pas cher. Bon ben ça, il faut créer une page spécialement sur ça, parce que dans cette page-là, il faut que je parle que des ados, je ne vais pas parler des gamins de 3 ans, et que des colos pas chers. Si je mets des colos chers, ça ne sert à rien. Donc, forcément, je vais être, en fait, grâce à cette recherche, je vais être conduit à savoir de quoi je vais parler sur mon site, globalement. Donc après, techniquement, ce que je fais, c'est que je choisis les mots-clés qui me plaisent. Par exemple, si j'ai envie de travailler ce mot-clé-là, je vais le choisir, il va être ajouté dans ma campagne de référencement, et du coup, je vais pouvoir travailler dessus. Je vais vous montrer une autre chose. Cette fois-ci, je vais vous parler de notre logiciel Mason, qui est plutôt dédié aux personnes qui ont des grands sites internet avec beaucoup de mots-clés différents. Et il y a une autre façon de trouver des mots-clés, du coup, je vais faire avec Amazon. C'est au lieu de partir simplement d'un mot-clé, de partir plutôt d'un nom de domaine. Donc par exemple, vous avez un concurrent et vous voulez piquer ces mots-clés. Et ben, vous tapez le nom de votre concurrent, imaginons que je suis un concurrent d'OptimizeMe, et là je vais obtenir en fait les mots-clés sur lesquels lui il est positionné. C'est une autre bonne façon en fait de trouver les termes, c'est de faire en sorte que les mots-clés que je choisis soient aussi un peu un mix de tous les meilleurs mots-clés de mes concurrents. Donc après du coup je vais faire un peu mon shopping. Et du coup je vais sélectionner les termes qui m'intéressent. Ensuite on a la deuxième étape qui est de se dire quelles sont les listes des pages que j'ai à créer. Donc là par exemple j'ai une page sur le terme des colonies de vacances ados pas cher. Bon, et bah, du coup il faut que je choisisse une page. Soit ma page elle existe déjà, j'ai déjà une page qui parle de ça. Dans ce cas-là je vais l'affecter, et ça vous le faites même si vous êtes dans votre fichier Excel, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez travailler complètement tout seul dans votre fichier Excel, vous devez indiquer pour chaque mot-clé quelle est la page de votre site qui va le cibler. Donc vous collez ici l'URL, ou alors en dessous comme vous avez envie, vous organisez le fichier comme vous voulez, ce qui vous permet en fait de savoir que ce mot-clé-là, il sera travaillé par telle page. Si la page n'existe pas, il faut la créer. Oui. Je ne sais pas si on peut poser une question. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que depuis maintenant une bonne grosse année,
Il n'y a plus la règle un mot-clé, une page, mais un sujet-clé, une page. Tout à fait. Du coup, quelle est la distinction entre location salle de séminaire et location salle de réunion? Ouais. Tu dis qu'il faut faire 2 pages, Oui. mais est-ce que finalement, c'est pas suffisamment proche pour que Google interprète ça comme de la suroptimisation si on fait 2 pages, plutôt que de refaire l'optimisation d'une page en mettant les 2 mots-clés dans la même page? Alors c'est une très bonne question, je ne suis pas encore arrivé jusque-là. Mais effectivement, depuis la mise à jour Google RankBrain, il faut faire un arbitrage entre les mots-clés principaux et secondaires. Donc ça m'amène à expliquer du coup la différence entre les mots-clés principaux et secondaires. Pour l'instant, on a créé des colonnes, on n'a rien mis en dessous. En fait, en dessous, le but, ça va être de mettre les mots-clés qui ressemblent à celui qu'on a considéré comme désignant ceux dont on allait parler. Là, on va parler d'organiser un séminaire, là, on va parler d'une location de salle de réunion. Et là, de louer une salle de séminaire. Mais si par exemple, je prends l'exemple de... prenons cet exemple-là, à la limite. Intéressant. Location de salle de séminaire, et puis dans Google AdWords, on avait vu tout à l'heure, il me semble qu'il y avait location de salle de conférence, par exemple. Dans les mêmes salles de réunion. Ou salle de réunion. Et prenons les deux. Alors, prenons les deux. Il n'y a pas de, déjà, premièrement, il n'y a pas de réponse qui va être forcément bonne ou mauvaise. C'est une question stratégique. C'est un choix stratégique. L'avantage de les grouper, c'est-à-dire de dire, je vais mettre location de salle de conférence et location de salle de réunion ensemble. C'est quoi? C'est que ça ne fait qu'une seule page à rédiger. Ce qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce qu'un séminaire et une réunion, c'est la même chose? Moi, j'en suis pas sûr. Je ne pense pas. Par contre, par exemple, prenons une requête, une des requêtes qui nous apporte le plus de trafic pour nous, c'est prix référencement. Donc si je tape prix référencement et si je tape tarif référencement, on est d'accord que quelqu'un qui tape prix référencement et quelqu'un qui tape tarif référencement, il cherche exactement la même chose. Quelqu'un qui tape location de salle de séminaire, location de salle de réunion, est-ce qu'il cherche la même chose? Je pense pas. Mais c'est une interprétation. Il y a des fois où c'est net, il y a des fois où c'est pas net. Et quand c'est pas net, on fait ce qu'on veut. C'est le côté positif. Mais ça veut dire que si c'est pas la même chose, il faut faire du contenu différent aussi. Exactement. On va juste changer le mot. Exactement, tout à fait. Une très bonne remarque, c'est que du coup, il faut vraiment expliquer pourquoi c'est différent. Et si c'est pas parfaitement net, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une sorte de croisement? C'est-à-dire qu'on se place sur location de salle réunion sur une page, mais on peut glisser de temps en temps le fait qu'on la propose pour des conférences, sans forcément faire de lien vers la location de salle de conférence si elle n'est pas dans le même silo. Ouais. Mais sur la page où on parle de conférence, aussi mentionner que proposer pour des réunions comme ça, est-ce que ça ne génère pas... Moi, ce que je ferais dans ce cas-là plutôt, c'est que si j'ai les deux pages qui existent, j'attendrai de voir si j'ai pas une page qui se positionne sur les deux mots-clés. Si c'est le cas, je supprime l'autre. Je fais une redirection, au cas où, et je supprime l'autre et du coup je garde que celle-là. Donc par exemple, là, si on prend cette requête-là, vous voyez, donc là la requête c'est prix référencement. J'ai cette page-là qui se positionne, référencement Google, prix et tarif du référencement naturel. Si je clique dessus, on va voir à quoi elle ressemble. C'est cette page-là, bon, avec cette image. Si je prends tarif du référencement, c'est cette page-là, c'est la même. D'accord que c'est exactement la même page. Même URL, etc. Parce que ces deux mots-clés-là, en fait, dans mon plan de référencement, ils ne sont pas côte à côte, ils sont l'un en dessous de l'autre. C'est-à-dire que là, j'aurai prix référencement, et là, j'aurai tarif référencement. C'est-à-dire que stratégiquement, j'ai décidé de travailler ces deux requêtes-là avec exactement la même page. Donc, je vous transpose ça avec... ce sont des synonymes, c'est la même proposition de valeur. Même si ce n'était pas des synonymes, mais que la personne qui cherche ça, elle cherche la même chose, on est bon, c'est des mots-clés secondaires. Donc là, en fait, dans colonie de vacances à dos pas cher, par exemple, je peux éventuellement décider de prendre des mots-clés secondaires. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, hein. Ce n'est pas une obligation, les mots-clés secondaires. Mais si vous en avez, vous les choisissez. Par exemple, la colonie de vacances ado 2018, je pense que clairement, je vais le prendre. Parce que les gens qui cherchent une colonie de vacances maintenant, il y a peu de chances qu'ils la cherchent pour 2020. Donc, de toute façon, je vais mettre 2018. Donc, par exemple, celui-là, qui est suggéré comme mot-clé secondaire, je le prends. Donc, comment je fais pour le prendre? En fait, je vais le descendre ici. Et donc, du coup, il sera dans mon stock. Ça sert à quoi, en fait, de suivre ça? Ça sert à suivre son positionnement. C'est-à-dire qu'après, je vois bien combien je suis positionné sur ce mot-clé-là. Et puis, ça sert aussi à varier dans son texte
la façon dont on va exprimer les choses. Par exemple, si je vois qu'il y a 2018 ici, potentiellement, ça peut être pas mal de marquer 2018 dans ma page. Pas obligé d'écrire exactement colonie de vacances 2018 ado. Je peux mettre juste 2018 quelque part, dire les séjours 2018, ce que je veux. Mais c'est intéressant d'utiliser le terme. Ça aide Google à se repérer. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez créé votre plan de référencement, donc là, normalement, vous devez vous retrouver avec plein de colonnes. Le plus vous êtes colonne et plus vous allez faire quelque chose de bien. Et ensuite, la phase d'après, c'est vous allez sur Microsoft Word et vous rédigez. Alors, comment on rédige ? Il ne faut pas rédiger n'importe comment. La première chose, c'est qu'il ne faut pas rédiger que pour Google. Il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce que la personne qui a tapé ce mot-clé a envie de savoir. Lui apporter une information qui soit la plus exhaustive possible. Il faut être descriptif. Par exemple, il faut éviter en fait tout ce qui est parasite, à la fois au niveau marketing, mais aussi au niveau SEO. Par exemple, si vous passez votre temps à dire que tout est génial et exceptionnel, c'est qu'a priori, déjà, le contenu ne va pas. Il faut décrire les choses de façon précise. Qu'est-ce que je fais ? Comment exactement je le fais ? Quelles sont les étapes ? Comment ça se passe concrètement, etc. En fait. Plus vous allez vous-même vous poser des questions, plus vous allez trouver des idées de paragraphes à rédiger. Et en fait, la longueur de votre contenu n'est pas un petit sujet pour le référencement. C'est un sujet fondamental. On a absolument besoin d'avoir un contenu long. Alors après, long comment ? Ça, c'est la question. Donc, vous devez en fait regarder quelles sont les longueurs des contenus des concurrents les mieux placés. Prenez les 10 premiers. Et vous ne vous fiez pas forcément qu'à un concurrent, parce que ça peut arriver que vous ayez un concurrent qui est premier, par exemple, et qui n'a pas de contenu. Pourquoi ? Parce qu'il peut être fort sur d'autres critères que le critère du contenu. Il y a des critères qui risquent de vous être inaccessibles, qui sont des critères de lien dont je vous parlerai après. Donc, lorsque on n'a pas beaucoup de notoriété, lorsque ça fait pas longtemps qu'on a lancé son site, sa seule arme, c'est son contenu. Et c'est lié en fait aux critères dont je vous parlerai après, qui sont les liens qui pointent vers votre site, parce que la meilleure façon d'en obtenir, les liens d'autres sites web, c'est d'avoir un contenu intéressant. Donc vous bâtissez votre contenu d'abord en pensant à ça. Et puis après, vous pouvez vous aider de la notion de champ lexical. Le champ lexical, je fais un petit détour par lui, parce que c'est un critère fondamental depuis cette fameuse mise à jour Google RankBrain. C'est ça. Donc Google RankBrain, c'est ce qui a introduit l'intelligence artificielle chez Google. Enfin, introduit, qui l'a en tout cas vraiment fait passer un cap. Et globalement, ce que fait Google RankBrain, c'est que c'est un peu ce que tu disais Aurore tout à l'heure. Il essaye en fait d'aller au-delà des mots qui sont utilisés pour comprendre le sens. Pour ça, sa technique, c'est qu'il va transformer, c'est une des techniques, c'est pas la seule chose, mais c'est une des techniques, qui s'appelle Word2Vec. C'est qu'il va transformer les mots Word en vecteurs. C'est-à-dire en fait une suite de chiffres. Et le but, c'est de savoir si les suites de chiffres qu'on récupère sont proches les uns des autres. Et comment il fait Google pour savoir s'ils sont proches ? Google, en fait, il peut s'appuyer sur un truc qui est intéressant, c'est qu'il connaît tous les sites du monde. Donc, globalement, il sait que souvent, quand il y a marqué chameau quelque part, et pas très loin, c'est-à-dire à 4, 5, 10, 15 mots de moyenne, ou je sais pas quoi, quelque chose dans ce genre-là, on va trouver le mot désert, le mot chaud, et puis le mot sable. En tout cas, on va les trouver plus souvent que le mot astrophysique, par exemple. Et donc en fait, ce système-là lui permet de savoir que le champ lexical d'une page est pertinent. Alors on peut se rendre compte de ça assez facilement en regardant un exemple concret. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, si je vous donne cette phrase. Donc, je suis un animal à 4 pattes qui broute de l'herbe, qui est utilisé par l'homme pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Je tape ça, ça n'a pas copié du tout, dans Google. Donc je copie. Hop. Donc vous, en fait, en tant qu'être humain, vous savez qu'un animal à 4 pattes qui broute de l'herbe et qui est utilisé par l'homme pour aller d'un endroit à l'autre, a priori c'est un cheval. Vous le savez parce que vous avez un background culturel qui vous permet de le comprendre.
Mais il ne faut pas oublier que Google, même s'ils sont très forts, ça reste quand même un robot. Donc lui, clairement, il n'a pas compris là. Je ne sais même pas s'il y a un cheval qui va apparaître. C'est un âne, presque. Alors, il faut qu'on l'aide, Google. Là, il n'a pas le champ lexical qui lui permet de comprendre de quoi on parle. Donc, par exemple, pour l'aider, on va utiliser des mots qui sont très spécifiques du cheval. On va rajouter le mot sabot, alezan, baie, écurie. Et là, en fait, une fois qu'on a utilisé un champ lexical vraiment exact, il n'y a plus de souci, Google a bien compris de quoi on parle. Et en fait, le problème de la plupart des contenus qui sont rédigés sans penser à ça, c'est qu'on s'adresse de cerveau humain à cerveau humain. On oublie qu'au milieu, on a le robot de Google. Donc il faut arriver à inclure ça dans la stratégie de référencement, en étant le plus explicite possible. Google ne comprend pas l'ironie, ne comprend pas les blagues, etc. Même les contenus des images, il ne comprend pas non plus. Je vous donne un petit exemple de référenceur. Si vous tapez pizza aux anchois, trouvez l'intrus. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a cette personne qui apparaît? En fait, si on clique dessus et qu'on va sur la page, on va comprendre vite. C'est un test de référenceur qui existe depuis très longtemps, 2011. L'idée, en fait, c'était de voir si la fameuse reconnaissance des images était au point chez Google. La réponse est non. Parce que, en fait, cette image se positionne parce qu'il y a marqué pizza aux anchois au-dessus, parce qu'il y a le champ lexical de la pizza qui est développé dans l'article, parce que la légende de l'image, c'est pizza aux anchois, parce que le texte alternatif de l'image, c'est pizza aux anchois. Donc oui, Google est très performant, mais il y a encore des basiques quand même qu'il ne faut pas mettre de côté. Alors, nous, ce qu'on propose là-dessus, c'est qu'on a fait une rétro-ingénierie de ce que fait Google pour que lorsque vous cherchez à créer une page sur un contenu donné, le champ lexical vous soit fourni. Donc, par exemple, là, on est sur une page qui parle d'écolo-ski. Ça, c'est le champ lexical suggéré par OptimizeMe pour se positionner sur ce mot-clé-là. Donc, pour avoir le fameux bon champ lexical qui permet à Google de comprendre. Et vous pouvez choisir les mots qui vous semblent intéressants à mettre dedans. C'est pas la peine de tout prendre. Des fois, il y en a certains qui ne sont pas forcément faciles à utiliser ou pas forcément totalement pertinents. Donc, il faut faire son petit choix, mais ça permet de créer son sujet. Alors, par exemple, si on va en colonie de vacances ski, on va forcément parler de vacances, ça c'est sûr. De colonie de vacances, on va donner l'âge des enfants, donc ça c'est le nombre d'années. Il y aura forcément de la neige, enfin forcément on espère en tout cas. On va partir pour y aller, ce sera en hiver, on fera sûrement du ski alpin avec un animateur sur des pistes. On va apprendre à skier, ce sera un séjour, on va en profiter à la montagne avec des enfants, on va découvrir des trucs. Bon, Grand Bornand, il faudrait que ça se passe au Grand Bornand, donc on va peut-être pas le prendre celui-là. Avec peut-être des ados, une équipe motivée, on va prendre des cours, on va passer du bon temps, il y aura une école de ski, dans une station, avec un chalet, etc., etc. Donc je sélectionne tout ce qui m'intéresse, boum, je le mets là. Et en fait, une fois que j'ai fait ma sélection, je vais pouvoir travailler directement mon contenu avec un assistant. Voilà, vous avez un truc qui s'appelle « Aidez-moi à rédiger mon contenu ». Voilà, donc là vous avez vos mots que vous avez choisis, qui sont intéressants pour vous pour écrire, puis là vous rédigez. Donc allons-y, pour les enfants de 12 ans, le ski, enfin les cours de ski alpin à la station. Ma phrase est abominable. Et vous voyez que du coup, vous avez les mots qui sont sélectionnés comme étant pertinents. Donc, l'objectif, c'est de construire son contenu et puis qu'à la fois, tout ça soit orange. Une fois que tout est orange, je sais que mon champ lexical est optimisé. Donc, ce côté-là, c'est géré. Revenons maintenant sur la partie rédaction des contenus. Lorsque vous rédigez vos contenus, donc soit dans un assistant comme ça, soit sur Word, vous faites vos contenus, etc. Et après, vous les mettez en ligne.
c'est là que j'insiste quand même énormément sur le fait que la façon dont votre site est créé importe. Quand je dis la façon, c'est surtout le logiciel qui est derrière. Si vous n'avez pas la main pour modifier votre contenu, vous ne pouvez pas faire de référencement. Parce que le référencement, c'est 90% une capacité à mettre souvent du contenu et 10% de la technique. Donc si c'est un truc genre je dois charger un fichier FTP dans je sais pas quoi, on est mort. Donc c'est obligatoirement, vous prenez un CMS, Content Management System, un truc pour modifier son site. Alors vous avez le choix entre open source, donc gratuit, et privé, des CMS appartiennent à des entreprises. Alors il faut faire attention à un truc, c'est que même si l'open source est gratuit dans le sens où vous n'avez pas de licence à payer, c'est en fait cher parce que c'est assez compliqué de gérer soi-même un CMS. Par exemple, moi je ne me lancerai pas moi-même dans la création d'un site WordPress. Après, quand on est patient, qu'on a vraiment envie d'y passer des plombes, on y arrive. J'ai arrivé de voir des clients qui n'ont aucune connaissance technique à la base et qui ont eu la motivation de créer eux-mêmes un site WordPress pas nul, mais il faut être motivé. Donc en général, on le fait faire par une agence, des développeurs, un designer, etc. Et à chaque fois qu'on veut faire des mises à jour, des nouvelles choses, c'est très compliqué de le faire vraiment soi-même. Donc il y a quand même des coûts à prévoir là-dessus. Ce qui veut dire qu'au lancement, quand vraiment vous êtes au tout début, ça peut être plus intéressant et plus rapide de partir sur un CMS type Weebly, Jimdo, vous avez aussi, alors enfin, Wix. Alors Wix, un peu moins, parce qu'il y a des problèmes justement, c'est le fameux JavaScript dont je parlais là au début. Eux ils sont en plein dedans, c'est les seuls. Donc même si ça s'est amélioré, même s'ils communiquent beaucoup, si vous tapez Wix, vous verrez les 2 premières pages, ça parle que du référencement sur Wix. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc plutôt à éviter, c'est dommage parce que c'est super bien ergonomiquement, c'est même le meilleur ergonomiquement. Vous avez Strikingly, vous avez Instapage, vous en avez plein. Moi je vous conseille Weebly, W2EBLY, que je trouve le bon rapport qualité-prix, on va dire. Et donc du coup, ouais, partez bien sur un CMS comme ça lorsque vous commencez. Il sera toujours temps après de dire bah, je fais une refonte du site, gardez votre nom de domaine, il est à vous. Et du coup, vous pourrez après le faire évoluer. Et ça permet de démarrer tout de suite. Moi, je suis vraiment très très mauvais en design. Tout ce que je fais en design, c'est moche. Bah, quand je fais du Weebly, c'est pas trop mal. Je fais du Jimdo, je fais ce genre de trucs, c'est pas trop mal. Voilà pour la construction. Donc maintenant, prochaine étape, c'est l'optimisation des pages. Donc l'optimisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments dans une page qui doivent être optimisés pour que Google comprenne de quoi on parle et vous favorise dans son algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est ces trucs? Des fois, je vais utiliser des mots un peu techniques, genre balise title, H1, des trucs comme ça, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour le faire. Donc, prenons colonie cuisine, tiens. Hop. Ouais, il y a des colonies de vacances, peut-être de la cuisine que je vous conseille, si vous avez des enfants. Notamment celle-ci. Alors, l'idée c'est que là, vous, en tant qu'être humain, vous voyez ça, a priori, vous avez compris que ça c'est le titre. Parce que vous avez une capacité cognitive à savoir que c'est le titre. Et vous avez compris que ça c'est le paragraphe introductif, que ça c'est un sous-titre, et que ça c'est une vidéo, et que ça c'est des images, et que sur cette image on a un cuisinier qui explique à des enfants comment faire des trucs. Donc vous, quand vous parcourez la page, il y a plein de trucs que vous comprenez par le design, et par les sentiments, les impressions, etc. Il faut toujours se rappeler que Google, lui, ce qu'il voit, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à comprendre. Donc il faut, parce qu'il y a plein de trucs en fait dedans. Donc en fait, il faut arriver à lui dire, bah, ça c'est le titre, ça c'est le sous-titre, ça c'est le texte. Dans cette image, ça parle de tel truc. Donc par exemple, si je cherche le code H1, c'est un truc qui ouvre avec marqué H1 et qui ferme avec marqué H1 là, et ben là j'indique à Google, ça c'est le titre. Donc l'article que tu es en train de regarder là, il parle de ça. C'est l'équivalent de dire à un être humain, je t'ai mis le truc en gros et en bleu, c'est le titre. C'est exactement la même chose.
Sauf que si on fait une page et qu'on n'a pas utilisé les codes H1, bah lui, pour Google, il ne sait pas ce qu'est le titre, il ne sait plus de quoi ça parle. Donc il est paumé. L'autre truc, c'est que ce qui est présent dans les zones de titre, les mots-clés qui sont présents dedans, sont utilisés par Google dans son algorithme pour classer les pages. Schématiquement, parce que ce que je vous dis n'est pas vrai exactement, littéralement, scientifiquement, mais permet de comprendre l'idée. C'est que si vous mettez le mot-clé colonie de vacances cuisine dans le H1, vous gagnez des points dans l'algorithme pour être mieux placé quand quelqu'un tape colonie de vacances cuisine. C'est pondéré par le fait qu'en fait Google ne va pas chercher exactement le mot-clé, mais va chercher l'idée qui est derrière, etc. Donc même si vous avez mis séjour de vacances cuisine, ça peut fonctionner. Mais dans tous les cas, si votre titre indique de quoi parle la page, vous indiquez à Google de quoi ça parle, donc il comprend, et vous montrez à Google que vous êtes pertinent sur ce sujet, donc dans l'algorithme, vous allez mieux vous classer. Alors du coup, ce H1, c'est celui qui apparaît sur ma page. C'est mon titre qui apparaît sur la page. Alors la petite subtilité, c'est qu'il y a deux titres. Il y a celui qui apparaît sur la page et il y a celui qui apparaît dans les résultats de recherche. Ça, c'est pas le H1, c'est la balise title. Alors, vous connaissez tous les balises title, en fait. Cliquez sur des balises title toute la journée. C'est ça. Tous les trucs bleus qui sont là. Ça sert d'autant plus, en fait, que le H1, parce que c'est aussi ce qui va convaincre les gens de venir cliquer sur votre résultat à vous. Et ça, c'est un point très important, parce que Google prend en compte le taux de clic dans les résultats de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes classé 6e sur Google sur un mot-clé donné, et que d'habitude, il y a par exemple 12% des gens sur cette requête qui cliquent sur le 6e résultat, et que vous, en fait, vous êtes à 35%, vous êtes largement au-dessus, et bien Google va dire ce truc-là a l'air bien, je vais le faire positionner plus haut. C'est un critère de l'algorithme, en fait. Donc il faut que vos balises title fassent la danse des 7 voiles pour que les gens aient envie d'aller cliquer dessus. Et en plus, ça vous rapporte plus de visiteurs. Potentiellement, vous pouvez peut-être être deuxième et générer quasiment autant de trafic que celui qui est premier. Ce ne sera jamais autant, ça, statistiquement, c'est pas possible. Mais vous pouvez vraiment avoir des grosses différences. Donc il faut en fait que vous utilisiez le rapport entre le mot-clé tapé et la balise title pour trouver qu'est-ce qui va convaincre les gens de venir chez vous ou pas venir chez vous. Alors, on va prendre un exemple avec séjour Maroc pas cher. Qui me semble être une requête où il y avait pas mal d'exemples de différentes stratégies. Voilà. Par exemple, eux là, leur stratégie c'est de dire des séjours, il y en a plein, donc viens ici, tu vas trouver. 243 séjours, il y en a plein, ça a l'air cool. Eux, leur stratégie c'est qu'il n'y en a pas. Ils font une liste de mots-clés, c'est nul. Eux, ils ont juste repris exactement le mot qui a été tapé par la personne. Par contre, en dessous, on a une idée ici des prix, mais c'est pas quelque chose qui est lié à la balise title. Il y a une belle faute d'orthographe dans vacances. Donc ça veut dire qu'il faut aussi positionner des fautes de frappe. Non, il ne faut pas faire ça, parce que ça sert à rien. Ah oui. Ouais, mais je pense que c'est juste qu'ils ne s'en sont pas occupés depuis des années et que du coup ça n'a pas bougé. Voilà, donc là vous avez un autre, c'est un prix qui a été donné. Ça va être 265 €, ça a l'air pas cher. J'ai tapé un truc pas cher, je me dis pas cher. Donc, je vais voir ce que je veux. Donc l'idée en fait c'est que vous utilisez votre balise de titre pour que vous maximisiez l'intérêt que les gens vont avoir pour votre page. C'est ce qu'on appelle travailler sur l'intention de l'utilisateur. Et vous essayez d'y placer un mot-clé qui correspond à l'idée principale de votre sujet. Donc vous faites ça pour toutes vos pages. En tout cas toutes les pages qui sont censées générer du trafic. Votre page contact par exemple, elle n'est pas censée générer du trafic, vous ne vous prenez pas la tête avec la page contact. Ensuite, si on regarde encore du coup l'anatomie d'une page, que je reviens là-dessus, vous avez aussi les sous-titres, les trucs là. On avait parlé du H1, mais en fait les sous-titres c'est H2, sous-titres H3, vous pouvez aller jusqu'à H6. Alors vous pouvez utiliser les H2, les H3 en fonction de... Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, hein, les H3. Hein. C'est en fonction de vous, l'article que vous rédigez. Si votre article comprend effectivement des sous-parties, faites-le. Sinon, ne le faites pas. Et alors après, il faut faire attention parce que le design doit coller. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez un H1 qui est le titre principal pour Google, il faut aussi que ce soit le titre principal pour l'utilisateur. Donc il faut qu'il soit plus gros, il faut qu'il soit mis en avant, etc. Il faut qu'il y ait une cohérence là-dedans. Pas que votre H2 il prenne toute la place et qu'on ait l'impression que c'est le titre principal.
Derrière vos images, il y a un texte alternatif. Dans tous les CMS, vous pouvez le remplir, à ne pas confondre avec le titre de l'image, ni avec le nom du fichier de l'image. Ce qui nous intéresse, c'est le texte alternatif. C'est là que Google va focaliser son attention pour savoir de quoi ça parle. À la base, le texte alternatif, c'est utilisé pour les logiciels de lecture vocale des pages, pour les gens qui sont malvoyants. Donc ça sert aussi à l'accessibilité en fait, de notre site. Donc, on a fait le tour sur... alors, vous avez dans une petite dernière chose, la métadonnée description. C'est ça, ici. C'est le petit descriptif qui est en dessous. Il n'est pas pris en compte par Google pour le classement, pour l'algorithme. Vous pouvez le bourrer de mots-clés, ça ne changera rien. De toute façon, vous pouvez bourrer ce que vous voulez de mots-clés, rien ne changera. Mais de toute façon, ça, là, le but, c'est uniquement de donner envie. Donc, mettez des arguments marketing dedans. On ne se rend pas compte à quel point la balise title et la métadonnée description sont des éléments du marketing d'une entreprise. Donc il faut travailler ça. J'en profite pour repasser du coup sur Mason pour vous montrer que quand on a beaucoup en fait de pages différentes, voilà, avec l'écran comme ça, c'est pas évident. Voilà. Quand vous avez beaucoup de pages différentes, ça peut être difficile de visualiser l'ensemble des balisages que vous avez. Donc si par exemple, vous voulez travailler spécifiquement sur vos balises de titre, vous pouvez les afficher toutes là et toutes les visualiser facilement. Donc, par exemple là, j'ai la balise de titre de la page qui parle des enveloppes, etc., etc. Ça c'est les enveloppes gratuites. Et donc du coup, vous pouvez travailler beaucoup plus rapidement sur l'ensemble en fait de vos balises de titre, de vos H1, parce que si vous avez fini avec les balises de titre, vous pouvez passer au H1. Hein, cette fois-ci, on regarde les H1, etc. Donc là, quand on en a 500 à travailler, ça va beaucoup plus vite de le faire en les affichant dans un ergonomie comme ça. Dans OptimizeMe, vous avez des conseils qui vous sont donnés si vous ne savez pas du tout comment faire pour modifier un élément. Par exemple, si vous ne savez pas comment modifier une balise de titre, on va prendre ça. Là, par exemple, non, ça c'est la balise H1. La balise title, il n'y a pas mon mot-clé dans la balise title. Si je clique sur comment améliorer ici, ça va m'expliquer comment faire pour aller modifier dans WordPress ma balise title. Alors pourquoi WordPress? Parce que ce site-là, il est fait avec WordPress. Et j'ai une petite vidéo qui va venir me montrer comment ça fonctionne. Bon là ça s'affiche pas bien parce qu'on a le vidéo projecteur. Et donc du coup, quel que soit le CMS que vous avez, à moins que vous ayez un CMS vraiment inconnu, vous allez avoir une vidéo qui vous montre comment faire pour régler ce problème. Et vous avez un truc qui s'affiche en vert si c'est bon, et en rouge si c'est pas bon. Donc, par exemple, si je règle mon problème et que je mets bien mon mot-clé formation référencement dans ma page formation référencement, ça va passer en vert. Vous avez la même chose dans notre logiciel Mason. Vous avez en fait des to-dos ici, sur des listes de choses à faire. Où là, par exemple, le mot-clé, la balise title est trop longue, le H1 n'a pas le mot-clé principal. Voilà pour ce qui est de la partie optimisation on-site, c'est-à-dire sur le site. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'optimisation off-site, donc en dehors de votre site. Alors, pour comprendre ça, il faut que je passe par un élément de l'histoire de Google qui n'est pas toujours très connu, mais qui est très important. C'est que au tout début des moteurs de recherche, à l'époque où on disait encore que Internet était une bulle et que ça ne servait à rien, quand on cherchait quelque chose, on ne le trouvait jamais. On pouvait utiliser des moteurs comme AltaVista, comme Lycos, des trucs comme ça. On ne trouvait jamais ce qu'on voulait. Parce qu'en fait, le seul critère qui était pris en compte, c'était le on-site. Le fameux truc, en fait, ils regardaient ce qui avait marqué sur les pages. Ça permet de savoir de quoi parle la page, à peu près. Et ça te permettra de savoir qui parle le mieux du sujet. Et donc, dans la vraie vie, quand on veut savoir qui parle le mieux d'un sujet, qu'est-ce qu'on fait? On demande à d'autres gens qui est-ce qui parle le mieux du sujet. Donc, si par exemple, vous avez quelqu'un qui parle d'un sujet A, et que vous en avez plein qui disent mais oui, lui, ce qu'il dit sur A, c'est vrai. Du coup, on va l'écouter. Alors que si vous avez quelqu'un d'autre ici qui dit la même chose et que tout le monde s'en fiche, on ne va pas l'écouter.
Alors, transposé au web, l'idée qu'a eu Google, et c'est ça qui a fait que Google a fonctionné plus vite que les autres, c'est l'idée de dire, bon, c'est pas les seuls à avoir eu l'idée d'ailleurs, hein, mais ils ont créé un algorithme de page ranking. Donc, page rank, comme ça. Alors, officiellement, c'est un score qui est donné en fait pour toutes les pages de votre site, une note de 0 à 10. Et officiellement, selon les fondateurs de Google, page en fait c'est du nom de Larry Page. C'est pas la page. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est la légende. Et du coup, transposé au web, quand on dit tel site parle de tel sujet, donc là c'est votre mot-clé, et si vous avez plein d'autres gens, enfin c'est votre mot-clé, c'est quoi votre page en tout cas, si vous avez plein d'autres gens, donc d'autres sites, donc d'autres pages d'autres sites, qui font des liens vers lui, ça veut dire que lui, il est pertinent. Sauf que la parole de chacun n'a pas le même poids. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une note de 0 à 10 qui est donnée à toutes les pages du monde. Donc si lui, là, il a un page rank de 5 sur 10, le poids, c'est-à-dire la puissance du lien qui va être envoyé, va être bien plus importante que celui qui a que 1 sur 10. Et quand je dis bien plus important, c'est vraiment exponentiel. Et si par exemple, l'effort à produire pour passer de 0 à 1 de PageRank, c'est juste faire un pas en avant, passer de 1 à 2, ça va être de sortir de la salle. Passer de 2 à 3, ça va être de sortir de la ville. De 3 à 4, ça va être déjà sortir du pays. Et on peut très vite se retrouver sur la Lune, quoi. En fait, 99% des sites du monde n'ont pas aucune page qui dépasse 5 de PageRank. 5 sur 10. Il faut aussi, du coup, être bien clair sur un point, c'est que le PageRank n'a rien à voir avec le trafic. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un lien d'un PageRank 7 qui est fait vers votre page, ça ne veut pas dire que c'est une page qui génère beaucoup de trafic. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas obligé. C'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire que cette page-là, elle est issue d'un site qui reçoit beaucoup de liens. C'est ça que ça veut dire. En fait, on transmet du jus de lien. C'est ça le principe du PageRank. Alors, exemple typique de ça, c'est qu'à un moment donné, la CNIL avait condamné Google pour l'histoire de... Alors, je ne sais plus d'ailleurs exactement pourquoi, mais je crois que c'est une histoire sur la vie privée. Donc ils avaient une amende, et puis ils avaient été condamnés à un truc qui existe souvent dans le domaine des journaux, qui est de dire, sur votre page d'accueil, vous allez devoir dire que vous avez été condamné. Donc sur la page Google France, pour la première fois, il y a eu autre chose que marqué Google, un machin, il y avait un énorme truc avec marqué la CNIL, Google condamné par la CNIL, machin, je ne sais plus exactement comment c'était le message, mais il y avait un message avec un lien qui amenait vers l'endroit où la condamnation de Google était expliquée, sur le site de la CNIL. Bon, autant dire que ça a tenu 10 secondes, parce qu'au bout de 10 secondes, les serveurs de la CNIL ont explosé. Parce que, vu que Google, c'est la porte d'entrée du web en France, et que quasiment tous les gens qui vont sur Internet vont sur Google France, et que pour la première fois, ils voyaient un truc qu'ils ne comprennent pas, il y a plein de gens qui ont cliqué dessus pour aller voir qu'est-ce que c'est que ce truc. Forcément, ça n'a pas tenu. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est un lien avec un très bon PageRank, parce qu'il y a un lien depuis Google France. C'est un lien PageRank 9. Hein, moi, j'aimerais bien avoir un lien PageRank 9. Par contre, derrière, le trafic est massif. Ça aurait pu être un lien, si par exemple j'avais obtenu un lien depuis une université américaine, peut-être que j'aurais eu un lien PageRank 8, et sur une page où il y a 2 chercheurs tous les 3 mois qui passent, quoi. Vous voyez, c'est vraiment 2 choses différentes. Voilà pour l'explication du principe du PageRank. Donc après, l'idée c'est que va falloir que vous sachiez mesurer votre PageRank. Alors, attention à un truc, il y a plein de gens encore que j'entends dire que le PageRank n'existe plus. C'est une erreur, c'est juste que Google ne communique plus sur le PageRank. Avant on pouvait savoir, maintenant on peut plus. Mais il y a une façon de simuler ce PageRank. Pour ça, vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle Majestic SEO, qui vous permet en fait de savoir quelle est la notoriété, ou donc une simulation de votre PageRank page par page. Bon, en général, vous allez mettre votre page d'accueil. Par exemple, mettre pour Optimize Me. Donc là, on a c'est ça, le citation flow, c'est une idée un peu approximative du PageRank. C'est une note sur 100 qui est donnée. Si on veut vraiment aller tailler dans les grandes lignes, 36, on peut mettre une virgule au milieu et dire on est à peu près entre 3 et 4 de PageRank.
dans ces eaux-là. Peut-être un peu plus. Voilà. Le trust flow, c'est autre chose. C'est l'indice de confiance. Si mon trust flow est beaucoup plus faible que mon citation flow, par exemple, c'est la moitié ou un peu moins de la moitié, c'est possible que j'ai des liens de mauvaise qualité qui pointent vers mon site. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des liens de la part de sites qui ne sont pas du tout dans mathématiques, ou qui eux-mêmes reçoivent très peu de liens, ou alors utilisent des thématiques un peu craignos. Le pire, c'est des trucs genre le Viagra, des trucs comme ça. Donc ça, faut faire attention. Grâce à Majestic, vous pouvez savoir quels sont les liens qui pointent vers vos pages. Donc par exemple, là, si je vais dans Backlinks, je vais avoir la liste de mes liens vers mes différentes pages. Et je vais avoir le citation flow de ces liens. Par exemple, moi, mon meilleur lien, c'est celui qui vient du site d'Olivier Andrieux, donc l'auteur dont je vous ai parlé au début, qui m'envoie un lien avec un trust flow un citation flow de 77. Ça, c'est super. Après, tout de suite, vous voyez, c'est un peu plus bas, etc. Mais c'est intéressant parce que du coup, je vois tous les gens qui font des liens vers moi. Et des fois, je me rends compte qu'il y a des trucs auxquels je n'avais pas pensé, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on me les fait. Et j'ai aussi des liens qui disparaissent. Deleted. Donc, ça peut être intéressant quand je vois qu'un lien a été supprimé, merci. D'aller contacter la personne qui l'a supprimé pour lui dire pourquoi tu as supprimé mon lien, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on pourrait pas le remettre, est-ce que je peux pas te faire un contenu pour ton blog, et voilà. Et ça, c'est intéressant. Alors, l'objectif d'une campagne de netlinking, c'est d'augmenter le citation flow global de vos pages. Ça, c'est une première chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, schématiquement, là encore, si par exemple on prend le mot-clé séjour, Maroc, d'une part, et puis séjour, Marrakech, tout compris. Là, on est sur ce qu'on appelle un mot-clé de longue traîne, avec peu de volume de recherche, par contre, un très bon de conversion potentielle, si les gens vont là-dessus. Puis là, on est sur un séjour, un truc générique. A priori, celui-là est plus concurrentiel. Si je veux me placer sur ce mot-clé-là, je vais avoir en face de moi une concurrence très importante. Et concrètement, cette concurrence, c'est quoi ? C'est des sites web dont le citation flow, plus exactement des pages web, dont le citation flow est très au-dessus du mien. Par exemple, le premier, il a un citation flow de 45, le deuxième, il a 42, le troisième, il a 55, etc., etc. Alors, le troisième peut avoir un citation flow supérieur au premier, mais le premier se positionne quand même parce qu'il est meilleur sur d'autres critères. Il n'y a pas que le critère, il y a tout ce qu'on a dit avant, la qualité du champ lexical, etc. etc. Bon. Donc là, du coup, si je prends ces trois grandes étapes, ces trois premiers, pardon, si moi, qui suis 15e, j'ai un citation flow de 15, ça ne sert à rien que je me prenne la tête. Là, je ne me positionnerai pas à un moment. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais plutôt aller faire du super contenu pour me placer sur séjour Marrakech, tout compris, où je vais peut-être avoir moins de concurrence et où les premières pages les mieux placées, cette fois-ci, ne seront pas à 45, mais elles seront à 22, à 15 et à 19. Là encore, dans Mason, on peut avoir l'information, puisque avec les backlinks ici, je peux voir le nombre de backlinks que je reçois, quels sont les nombres de sites web différents, et puis l'autorité de ma page. Par exemple, cette page-là, elle a une autorité de 16. C'est une page Amazon, ça. Hein. Là, je suis en train d'analyser Amazon.com. C'est une page d'autorité de 16. Celle-là, c'est 27. Celle-là, c'est 28. Alors, Page Authority, pour votre culture, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais si ça vous intéresse, c'est la même chose que Citation Flow, mais donné par un autre acteur du référencement très connu qui s'appelle Moz. Aux États-Unis, Moz est extrêmement connu. Majestic est connu aussi, mais comme c'est un acteur anglais, il est un peu moins connu. Nous, on trouve que Majestic, c'est plus pertinent que Moz. Au niveau du nombre de liens qu'on est capable d'obtenir de leur part, etc. Donc, si vous cherchez une information, a priori, prenez plutôt Majestic. Vous aurez une information un peu plus complète qu'avec Moz. Après, vous pouvez les combiner. Ça peut être intéressant aussi. Ok, donc du coup vous avez séjour Marrakech tout compris, vous avez vu du coup la niveau de concurrence qui est plus faible, donc vous pouvez vous positionner plus. Maintenant la question c'est quand même comment je vais faire pour améliorer moi mon PageRank et mon site. Donc ça veut dire comment je vais faire pour gagner des liens en gros. Donc ça c'est plus dur hein, dans le référencement, gagner des liens c'est plus dur, c'est plus lent.
il y a plusieurs techniques. La première grande technique, ça va être d'aller chercher un lien en offrant un service à quelqu'un. Et ce service, 9 fois sur 10, ça va être je vais rédiger un contenu pour toi. Parce que comme on a vu que le contenu, c'était important pour tous les sites, si vous allez voir quelqu'un en lui disant bah, tiens, je te donne ce super contenu-là qui est trop bien, tu n'en as jamais parlé sur ton site, il y a de fortes chances qu'il trouve ça cool parce que ça lui évite de le rédiger lui-même. Donc il va dire ok, ça s'appelle le guest blogging, c'est-à-dire s'inviter sur le blog de quelqu'un d'autre. Alors la stratégie pour faire un bon guest blogging, c'est pas de débarquer comme un bourrin en disant est-ce que je peux écrire sur ton blog. Ça marche pas. La stratégie, c'est que déjà, on a fait un super contenu sur son site, et du coup, quand quelqu'un va sur notre site et sur la partie, par exemple, blog, etc., il voit des trucs qui ont de la valeur, qui sont bien écrits, où il n'y a pas 3 lignes, où il y a peut-être des belles images, des trucs qui sortent du lot, enfin peu importe, mais en tout cas, on a envie de le regarder et on se dit oui, cette personne-là, elle sait de quoi elle parle. Donc d'abord, on se met soi-même au carré. Ensuite, on va travailler sur un sujet qui intéresse beaucoup de blogueurs. On va regarder un peu de quoi parlent les blogueurs. Alors les blogueurs, ça peut être quoi? Ça peut être des gens dont c'est le métier d'être blogueur, mais ça peut être aussi des sites e-commerce ou des sites qui sont dans votre galaxie de sujets qui ont une partie blog. Ça peut être aussi des gens qui ont des guides, etc. C'est pas forcément que un blogueur qui fait que ça toute la journée. Il faut trouver des gens qui peuvent potentiellement, qui ont l'habitude de publier des contenus régulièrement. Ça sert à rien d'aller voir des gens qui n'ont jamais rien publié parce qu'ils ne comprendront pas ce que vous voulez. Donc, imaginons que je me rends compte que les gens s'intéressent énormément à comment... Okay. C'est marrant, il passait vraiment de tout à rien. Quoi. Bon, et ben j'ai plus de... Je sais pas s'il y en a d'autres qui... On a la vache. C'est pas un available, ça? Non, c'est pour moi. Ouais, ça va. Donc, comment... Tout ce qui commence par comment, ça marche bien en général. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir raconter des choses. Comment préparer un voyage, par exemple, en Thaïlande ou au Vietnam. Donc, ce sujet-là, vous vous rendez compte, il y a plein de gens qui l'abordent. Première étape, sur votre blog à vous, vous allez faire un super truc sur le sujet, avec plein d'infos. 2, vous allez contacter des gens qui parlent de ça, et vous allez dire, bah tiens, j'ai pas mal exploré le sujet de comment préparer le voyage au Vietnam, et je me suis rendu compte qu'en fait, selon les régions, c'est pas exactement la même chose, et j'aimerais bien faire un focus sur la région machin, pour tel blogueur. Du coup, le blogueur, il va se dire, bon bah, oui, lui, il s'y connaît, il a fait un truc trop bien, moi, ça va être intéressant pour mes internautes, je vais le faire. Et donc, du coup, vous lui livrez un contenu que vous avez écrit sur le sujet, et dedans, vous faites un lien vers cet article-là, pas parce que comment dire, vous faites ce lien non pas uniquement pour obtenir le lien, mais parce que c'est utile pour les gens qui sont en train de lire ça d'avoir ce lien. Donc c'est naturel, vous n'avez même pas besoin de le négocier en fait, c'est naturel. Et plus le lien est naturel, mieux c'est. Donc, on a déjà posté le contenu. Non. Là, c'est encore sous Word. Ce contenu-là, vous avez posté, oui. Mais pas celui-là. Celui-là, c'est sous Word et c'est que pour le. Vous n'allez pas le poster chez vous. Pas de contenu dupliqué. Ça, c'est une règle de façon générale. Chaque contenu de tous les sites doit être unique. Quand 2 contenus sont identiques, Google en efface un. Il n'en affiche qu'un des 2. Ce que je veux dire, c'est avant de diffuser à une autre personne, ouais. C'est-à-dire qu'on l'a déjà mis en ligne. Oui. On contacte, ouais. Celui-là, il est déjà mis en ligne. Ça veut dire que l'article. Celui-là, il est déjà prêt. Ouais, d'accord. Et on l'envoie à la personne. Tu peux lui envoyer peut-être que le début, si tu n'as pas envie Ouais. de tout, tu vois, si tu as un peu peur. Et tu lui dis, bah voilà, j'ai ce début d'article, machin, est-ce que ça t'intéresse? Tu l'envoies à 15, le premier qui dit oui, il va. Il faut y aller aussi un peu en mode bourrin, parce que sinon, si vous faites qu'un par un. Mais par contre, c'est important d'avoir quelque chose de pertinent à proposer. Ça, c'est le guest blogging. Je vous donne un exemple concret, peut-être. Si je vais sortir de Penguin, je crois que c'était ça la requête. J'avais rédigé un article dans lequel j'expliquais comment j'avais levé une pénalité Google, parce que Google, des fois, pénalise des sites web qui ont eu des pratiques de netlinking et donc d'obtention de liens qui ne sont pas bons. Je vais vous en parler après. Et j'ai contacté cette blogueuse, Miss SEO Girl, qui est assez connue dans le domaine du référencement,
Et je lui ai dit, bah tiens, j'ai un retour d'expérience complet sur comment on fait sortir la pénalité Google. Et du coup, c'est un article très complet. Là, ça c'était la situation avant la pénalité. Ça, c'est donc les classements. Hein. Après la pénalité. Après, du coup, la stratégie mise en place. Bah, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Combien de temps ça a pris, etc. Et le résultat après. Avec aussi les aspects sur le relationnel, etc. etc. La courbe de trafic qui commence à remonter. Bon, voilà. Et donc, à la fin, l'idée, c'est que là, vous avez des liens en fait à l'intérieur du contenu. Par exemple, ça, c'est un lien interne vers une autre page de la blogueuse. Ça, je pense aussi que ça doit être un lien vers une autre page. Et en fait, moi, à l'intérieur, j'ai calé un lien aussi vers mon site. C'était Optimize Me. C'était celui-là, Optimize Me. Donc, c'est le lien vers Optimize Me sur Netflix. Tout simplement. Donc, c'est ça le principe du guest blogging. Bon, maintenant, vous avez une autre stratégie qui s'appelle le link baiting. Le link baiting, ça veut dire que je vais essayer de générer naturellement le fait que plein de gens fassent des liens vers moi. C'est à la fois la technique la plus efficace quand elle marche et la plus difficile à réaliser. Parce que des fois, on essaye de faire des trucs et ça ne marche pas. Alors, c'est plus de la communication et de l'intuition, de l'imagination qu'autre chose. En fait, en gros, ça consiste à dire, je vais produire un truc sur mon site qui va intéresser tellement de gens que les gens vont naturellement faire des liens vers moi. Donc, des exemples connus de ça, il y a quelqu'un qui avait fait un truc dans le domaine des fenêtres. On se dit, a priori, quand son métier, c'est de proposer d'aller laver des carreaux, ça va pas être évident de faire un truc pour obtenir 45 liens ou 500 liens vers mon site. Bah, il a trouvé une super idée. En fait, sur le blog, il a fait un article où il mettait des photos de gens en train de laver des carreaux dans des positions improbables. Donc, genre à 200 mètres de haut dans un building, sur une chaise avec un tabouret au-dessus, des trucs comme ça. Bah, ça a été tellement partagé qu'il a obtenu 500 liens vers cette page-là. Et comme cette page-là, après, elle fait un lien vers la page d'accueil et que ça se rediffuse, toutes les pages du site, au final, ont amélioré leur page rank. Je vous donne un exemple que nous, on a réalisé. Je pense on a essayé 4-5 fois de faire du link baiting, ça a marché qu'une seule fois, vraiment. Les autres fois, qu'une seule fois. Sur un coup comme ça de com. Ça marche au quotidien parce que régulièrement, on a des gens qui font des liens vers notre guide du référencement. Ça, c'est un truc qui marche pour plein de gens. C'est une recette qui est assez efficace. Quand il y a un sujet sur lequel vous pouvez faire un dossier dans lequel il y a tout et que c'est pédagogique, vous gagnez tout le temps des liens. Donc là, nous, par exemple, c'est le guide du SEO. Très régulièrement, il y a des gens qui nous citent. Vous voyez là-dedans, hop. Là, à gauche, on a tous les grands sujets du référencement. D'ailleurs, tout ce que je vous ai dit, vous le retrouverez là-dedans. Si par exemple je vais sur l'importance des liens, voilà, vous avez un guide complet. Donc en gros, dans ça, là, il doit y avoir une bonne centaine de pages différentes qui abordent tous les sujets du référencement. Et ça, quand quelqu'un par exemple parle de balise title, souvent il va trouver notre site et du coup il va faire un lien vers notre explication de ce qu'est la balise title. Mais là où on a vraiment réussi à obtenir des liens hors normes, donc Libération, l'Express, des trucs comme ça, c'est sur la thématique c'est improbable, hein, de l'interruption volontaire de grossesse. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, quand vous tapez IVG, vous avez un site gouvernemental ici. Et puis, vous avez en fait un autre site, qui est celui-là, qui est un site en fait fait par des gens qui sont contre l'IVG, qui sert en fait à convaincre les femmes de ne pas avorter. Et en fait, pendant un moment, eux, sur le mot-clé IVG, ils se tapaient, en fait, ils étaient en première position. Devant pendant quelques mois. Et donc moi j'ai vu passer l'info parce que sur ma page Facebook, mon compte Facebook, j'ai vu passer un post de Cosette, qui est un magazine féministe, qui relayait un truc de Najat Vallaud-Belkacem qui était au gouvernement à ce moment-là, et qui disait aux gens, allez cliquer sur le site du gouvernement quand vous avez tapé IVG dans Google pour aider le gouvernement à repasser devant les autres. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Parce que du coup, c'est pas du tout productif. Alors pourquoi c'est pas productif? Parce qu'en fait, quand on demande aux gens de faire ça, concrètement, quel message on envoie pour Google? Les gens cliquent sur le site du gouvernement, puis font précédent, recliquent, etc. Ils génèrent ce qu'on appelle du taux de rebond. C'est-à-dire qu'en fait, les gens arrivent et repartent immédiatement. C'est du mauvais taux de rebond en plus, parce qu'il reste une seconde. Donc en gros, ils disent à Google, ce site ne répond pas à la requête IVG. Donc en fait, il contribue à déclasser le site. Donc comme j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais c'est quand même fou. Alors,
Puis surtout, ce que je trouvais fou, c'est qu'un site en .gouv, en fait, il a une prime naturelle qui fait que c'est très compliqué d'aller lutter contre un .gouv. Franchement, quand on a un .gouv et pas être premier, il faut vraiment avoir fait de la merde. Du coup, je suis allé voir sur le site et effectivement, c'était catastrophique. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un article tout de suite sur le blog d'OptimizeMe. Je vais vous le montrer du coup. Dans lequel j'ai analysé le truc pour dire, bah, en fait, ce serait bien d'arrêter de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi aux gens, et de juste améliorer la page du gouvernement. Ça prenait, en plus, ça n'est pas pour longtemps. En fait, et du coup, j'ai mis analyse avec OptimizeMe, en disant, bah tiens, il n'y a pas de balise H1 déjà. On n'est même pas au stade où il n'y a pas le mot-clé dans le H1, il n'y a juste pas de H1 en fait. Au niveau champ lexical, ils avaient réussi à faire une page dans laquelle ils parlaient d'IVG sans qu'il y ait le mot avortement à l'intérieur. Après, il y avait des mots-clés du genre délai de réflexion, des choses comme ça qui pourraient aider au niveau lexical à se positionner. Et puis derrière, il y avait du coup pas non plus de présence des mots-clés dans les liens, etc. Bon, du coup, j'ai fait l'analyse. Et une fois que j'ai posté ça, j'ai juste envoyé en tweet, juste fait un tweet à Cosette. Et en fait, 5 minutes plus tard, la journaliste de Cosette m'a appelé en me disant mais c'est super intéressant votre truc, du coup je veux en savoir plus, machin. Elle a publié un article dans lequel elle me citait, donc elle faisait un lien vers cet article-là. Et derrière, Libération a repris le truc, l'Express, plusieurs grands trucs comme ça, et à chaque fois, il y avait un lien vers cette page-là, en fait, parce que c'était la seule page qui expliquait en détail le truc. C'était la source d'information. Et du coup, ce link baiting-là a marché, parce que ça nous a vraiment aidé à améliorer notre page rank. Alors, à la base, c'était même pas vraiment pensé, quoi. C'est juste que, du coup, ça m'intéressait de travailler sur ce sujet-là. Mais c'est un exemple de link baiting qui fonctionne, donc je le donne quand même, parce que ça peut permettre de comprendre l'idée qui est derrière link baiting, qui est penser plus grand. C'est-à-dire en fait essayer de raconter une histoire qui va au-delà de ce que vous faites. Les Américains appellent ça Tell a Bigger Story. Il y avait des conférences sur ça l'année dernière. Exemple intéressant, réussi, pour le coup c'était vraiment programmé. C'était une marque qui vend de la nourriture pour bébés et qui a fait un blog entièrement consacré à un sujet qui intéresse les gens qui achètent de la nourriture pour bébés, c'est-à-dire les jeunes parents, en disant souvent un bébé qui naît, ça fait un peu exploser le couple, comment faire pour éviter ça. Il y avait plein d'articles sur ce sujet-là. Et ça intéressait beaucoup plus les gens que de savoir la composition des pots de... Donc forcément, ça générait énormément de liens. Et donc ils ont gagné énormément de liens vers ces articles-là, et du coup ça a profité aussi à leur page où ils vendent leur pot pour bébé. C'est ça en fait, raconter une histoire plus grande. C'est dépasser le cadre de ce que je fais pour raconter quelque chose. Dernière petite chose sur les liens. Quand vous faites un lien, vous savez, il y a toujours un texte sur le lien. Ça s'appelle l'encre. Il faut faire attention sur l'encre des liens, parce que c'est un critère très puissant, encore très puissant pour Google. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un lien avec marqué référencement Google, comme c'est là, d'ailleurs c'est plus très bien de faire ça aujourd'hui, vous indiquez que la page sur laquelle on va quand on clique ça, la page de destination, elle parle de référencement sur Google. Et en fait, c'est un critère tellement puissant que des fois, même si le mot-clé n'est pas présent dans la page, ça va quand même permettre de se positionner. C'est ce qu'on appelle le Google bombing. À une époque, l'exemple le plus connu de Google bombing, c'est quand vous tapiez sur Google US, vous tapiez miserable failure, donc échec lamentable, vous tombiez comme premier résultat sur la page de biographie de George W. Bush à la Maison Blanche, mais sur le site de la Maison Blanche. Donc c'est la Maison Blanche se positionnait première sur le mot-clé miserable failure avec la page de biographie de W. Pourquoi ? Parce que plein de blogueurs avaient fait des liens vers cette page-là avec comme encre miserable failure. Tout simplement. Alors aujourd'hui, ce serait moins possible parce que Google a réagi en fait à ça, parce que pendant un moment, par exemple à l'époque, il y avait ça, je faisais des tonnes de liens avec une encre exacte, etc. Et je me positionnais premier devant tout le monde. C'était quand je faisais des colonies de vacances, là, il y avait des tonnes de liens qui faisaient que j'étais premier sur tout. Donc au bout d'un moment, Google a fini par réagir et a créé la sanction Google Penguin,
qui fait que quand on utilise trop souvent une même encre de lien, on est déclassé artificiellement par Google. Et donc ça, c'est à prendre en compte parce que du coup, l'objectif maintenant, c'est d'utiliser de temps en temps des mots-clés dans les encres, comme là. Mais il ne faut pas en abuser non plus trop. Il faut maximum, vers chaque page, maximum un lien, peut-être deux, mais si vraiment vous en avez beaucoup, si vous avez 50 liens, vous en avez deux qui ont une encre exacte, ok. Il faut éviter un truc comme ça là, c'est-à-dire d'avoir juste marqué référencement Google, comme c'est pas une vraie expression, c'est craignos. Il faudrait mettre référencement sur Google, voire une expression un peu plus grande du type erreur de compréhension des enjeux du référencement sur Google. Donc, tout ça, ce serait le lien, par exemple. Ça permet que ça ait une allure moins spammy, moins fait pour gagner des positions. Allez, une dernière petite chose maintenant, dernier critère que je n'ai pas évoqué, c'est le linking interne sur votre site. Tout petit peu plus compliqué à comprendre, mais vous inquiétez pas, on va y aller. C'est que, en fait, lorsque vous avez une structure de site avec juste plein de pages, donc vous avez votre page qui parle de A, de B, de C, etc. Une liste comme ça, vous ne donnez pas de sens à votre contenu. Vous avez juste un catalogue de trucs. Et en fait, il faut que Google comprenne le sens de votre site aussi à son architecture. Et son architecture pour Google, c'est pas votre menu. Son architecture, c'est la façon dont les liens sont faits dans vos contenus, dans les textes de vos pages. Et donc, pour faire ça, vous devez d'abord réfléchir à l'architecture que vous ferez, et derrière, vous allez faire des liens internes pertinents. C'est ce qu'on appelle le cocon sémantique. Alors, le cocon sémantique, c'est un concept inventé, entre guillemets, marketé en tout cas très bien par Laurent Bourrelli, qui est un référenceur très connu, et qui en fait correspond à l'idée générale de dire on va organiser, on va organiser un site en fonction d'éléments, d'ensembles sémantiques cohérents. Par exemple, ça c'est un site qui parle de visite virtuelle. Là, vous avez la liste des pages, les listes des pages d'un cocon. Visite virtuelle pas chère, tarif visite virtuelle restaurant, prix visite virtuelle immobilier, etc. Donc là, c'est tout ce qui concerne les prix de la visite virtuelle. Ces pages-là, elles doivent faire des liens vers leur page mère, qui est plus générique et qui parle du prix de la visite d'une visite virtuelle. Qui elle-même a comme page mère la page d'accueil avec visite virtuelle tout court. Et là, on a un autre ensemble sémantique qui concerne l'immobilier. Visite virtuelle de maison, d'agence immobilière, la photographe, d'agence immobilière, etc. Donc là, du coup, on a un cocon sémantique cohérent sur le sujet de la visite virtuelle pour l'immobilier. On peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir encore ici un sous-cocon et un sous-cocon, etc. Et en fait, quand on a fait ce plan-là, ensuite, quand on crée ces pages, il faut respecter une règle qui est de dire cette page-là, elle a des filles, elle a une mère, elle fait un lien vers sa page mère, elle fait des liens vers chacune de ses pages filles. Ça permet de montrer à Google que ça, c'est un cocon sémantique. Et du coup, ces pages-là, elles montrent à Google que cette page-là, elle est super pertinente parce que non seulement je parle donc ces pages-là, j'ai créé le positionnement de celle-là, donc ces pages-là, elles poussent le positionnement de celle-là. Je ne parle pas que de visite virtuelle, je parle notamment de visite virtuelle pour l'immobilier. Plus ma page concurrentielle, plus ma page concurrentielle, celle qui a un gros de recherche, pas trop de la vitrine, elle va bien se positionner. C'est ça le principe du cocon sémantique. Ouais, c'est des liens dans le contenu de la page. On ne parle pas du menu. Alors pourquoi on ne parle pas du menu? Parce qu'en fait, déjà Google est capable d'identifier quels sont les liens qui sont des liens du menu, tout simplement parce qu'ils sont présents de façon identique sur un grand nombre de pages. Une des raisons. Et si on prend par exemple un article, je vais vous montrer un exemple d'article qui respecte le principe du cocon sémantique. Donc si je prends le guide du SEO, il est là. Voilà, celui-là. Ça par exemple,
on voit que ce lien-là, c'est le lien vers la page mère. Si je clique sur ça, notre page mère, c'est l'accueil en fait du guide. Si je clique sur ça, je vais tomber sur l'accueil du référencement. Je vais avoir les liens vers les pages filles. Par exemple, en dessous, là, on parle de préparation les liens vers les pages filles. Par exemple, là, on parle de préparation à référencement. Qu'est-ce qu'on va faire avec la préparation à référencement? On va choisir les mots-clés. On va travailler sur le suivi de la structuration interne. On va travailler sur le suivi du positionnement. L'idée, c'est qu'en fait, chaque H2, ici, l'idée, c'est qu'en fait, chaque H2, le fait qu'il y a ici, un petit paragraphe, sert à introduire le fait qu'il y a une cette hiérarchie en disant, tout en haut, je respecte cette hiérarchie en disant, tout en haut, je fais un lien vers la page mère. Ensuite, je fais mes différents articles avec les liens vers mes pages filles. Et tout en bas, je fais des liens vers les pages sœurs. C'est les sujets connexes. Quand on fait ça, on peut avoir vraiment une progression très importante du positionnement dans les semaines qui arrivent. Ça nécessite de rédiger beaucoup. On en revient toujours à la même chose. Pour gagner des liens, il faut rédiger. Pour améliorer son coco sémantique, il faut rédiger. La capacité en fait de votre entreprise à générer du trafic fait partie de la valeur de votre entreprise. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que tu as en partie répondu avec ton dernier exemple là. Il ne faut certainement pas créer de page qui soit essentiellement indexée dans Google et pas dans la page d'accueil, c'est ça? Parce que au tout début, tu parlais de créer du contenu spécifique aux mots-clés. Ouais. Mais est-ce que c'est mal si jamais je crée une page qui est essentiellement accessible depuis Google et Ah oui, oui. Alors c'est vrai, je n'ai pas précisé ça. Dans l'idée du cocon sémantique, dans l'idée de créer des pages, etc., le menu, on s'en fiche. Le menu, ça vous sert à un truc, c'est à vous dire comment j'ai envie de faire naviguer les gens sur mon site. Okay. De toute façon, en général, si le menu est un peu développé, il n'y a qu'une seule personne qui le comprend, c'est celui qui l'a fait. Donc de toute façon, parce que tout le monde a sa façon de classer, les gens ne comprennent pas ce qu'il y a des marqués derrière, etc. De façon générale aussi, ce qui peut être intéressant si vous voulez tester la navigation, c'est de faire venir les gens sur votre site et d'être présent. Vous faites un test utilisateur, vous faites venir quelqu'un et vous lui dites navigue, dis-moi, parle-moi de ce que tu es en train de voir. Par contre, soyez prêts, il faut être solide psychologiquement, il faut se rendre compte que les gens ne comprennent rien. Mais c'est un truc incroyable. Tout ce qu'on pense que les gens comprennent, ils ne comprennent pas. Nous, par exemple, on était convaincus qu'un énorme bloc en orange, les gens le verraient. Absolument pas. Personne ne voit ce bloc orange. Donc, et ça, comment on peut s'en rendre compte? Juste, on fait venir quelqu'un et on voit comment il se comporte. Donc ça, pour le menu, c'est pareil, c'est intéressant en fait de le faire varier et de voir comment les gens naviguent. Par contre, quand vous créez une nouvelle page, posez-vous la question de comment les gens passent de cette page-là au stade où ils vont faire ce que vous attendez d'eux. C'est ce qu'on appelle le call to action, l'incitation à l'action. C'est bien qu'ils soient venus, mais s'ils s'en vont après, ça ne sert à rien. Il faut les diriger. La question c'était, est-ce que c'est grave si j'ai une page qui est uniquement linkée sur Google et non pas sur mon site mère? C'est pas l'intérêt en fait. Il faut qu'elle soit reliée déjà dans le site, ouais. Obligatoirement, parce que sinon elle ne sera pas indexée. Oui. Oui. Et même si elle est indexée, il faut qu'elle reçoive des liens internes pour qu'elle soit rattachée à un cocon sémantique. Le linking interne n'est vraiment pas un sujet à délaisser, hein. C'est un sujet fondamental. J'ai une question sur le duplicate content. Quand j'ai créé mon site, j'ai bien compris qu'il fallait que je rédige des pages correctement. J'ai investi du temps à essayer de bien rédiger. Simplement, ce site-là, au lieu d'être créé, il n'avait aucune audience. À l'inverse, sur LinkedIn, j'en ai beaucoup plus. Mais j'ai un peu pris peur de cette histoire de duplicate content. Donc, je ne savais pas très bien ce qu'il fallait faire. Je me dis, ce que j'ai bien rédigé, j'aimerais autant que ça reste sur mon site, parce que c'est mon site, c'est ma page. Mais en même temps, j'ai plutôt intérêt à plutôt le mettre sur LinkedIn, où là, les gens vont le voir, quitte à faire un lien pour qu'ils viennent sur mon site ensuite. Du coup, je ne savais pas très bien comment est-ce qu'il fallait fonctionner. Quelqu'un m'a dit, le mieux, c'est peut-être que tu rédiges un petit résumé sur LinkedIn qui pointe vers ta page. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'on peut vraiment dupliquer, ou est-ce que Google risque de mal le prendre? Alors, déjà, sur la partie purement contenu dupliqué, tu as une façon simple de savoir si le contenu est dupliqué, c'est que tu copies ton contenu, tu prends un paragraphe, comme ça, tu le colles dans Google, et tu vois s'il y a d'autres trucs qui reprennent exactement, tu vois, c'est marqué en gras, qui reprennent exactement ce que tu as marqué. Là, tu vois visiblement non. Il y a 3 trucs qui sortent, mais il n'y a pas. Qui permet de vérifier ça, on rentre carrément une URL et il regarde toutes les autres URL qui ont copié avec un certain pourcentage. J'ai pas entendu le nom du service, tu vois. MyPoseo. MyPoseo, ouais, ok.
Oui, MyPosteo fait ça, effectivement, donc avec une URL. Je ne sais pas si c'est toujours fiable par contre. Si, je suis malheureusement obligée de le vérifier régulièrement. Tu le vérifies? Ouais, il y a des gens qui te piquent ton code. Ok. Ça marche. Et là, l'idée, c'était de le faire en connaissance de cause. C'était clairement, je faisais du duplicate content. Ouais, alors du coup, mais sauf que du coup, c'est pas sûr que ce que tu marques sur LinkedIn, ce soit vraiment indexé par Google. Parce que, en fait, LinkedIn, c'est quand même tentaculaire. Google n'a pas la capacité à tout indexer, ils n'ont pas aussi la motivation d'ailleurs. Donc, c'est possible que ce que tu écris sur LinkedIn, en fait, soit pas indexé. C'est pour ça que je te conseille de le tester déjà. Ça, déjà, ça peut-être que tu vas non. Il y a une partie éditoriale maintenant dans LinkedIn qui ressemble un peu à Medium, qui elle est indexée. Par contre, les posts, je suis pas complètement sûr qu'ils soient vraiment indexés. Il faudrait checker ça. Et après, en soi, pour moi, ce qui compte, c'est que ta communauté soit engagée. Si tu engages bien ta communauté sur LinkedIn, tu ne te prends pas la tête avec ton site. Et donc justement, quel est l'impact de Medium aujourd'hui? Du moins, est-ce qu'on peut considérer que du contenu qui est régulièrement posté sur Medium, avec des liens vers son site, peut avoir un effet positif? Alors ouais, ça c'est une question qui est relative un peu entre guillemets à la dilution du PageRank. Si vous prenez la page d'accueil de Medium, elle a certainement une très très grosse notoriété, un très gros PageRank. Donc on se dit tiens, ça doit être cool de recevoir un lien depuis Medium. Sauf que le PageRank se dilue en fait. C'est-à-dire que si par exemple, là vous avez un lien vers une page qui elle-même fait 12 000 liens, etc., vers plein d'autres pages, là déjà je reçois plus, schématiquement, je ne reçois plus que 1/10 000 de ce que j'avais là, qui soi-même est déjà peut-être que 1/10 de ce qu'il y avait là. Donc à la toute fin, en fait, il reste quasiment rien. C'est pour ça que les liens issus de pages de ce genre de site, en général, apportent très peu de jus de lien. Moi, je n'utiliserai pas Medium pour faire du netlinking, quoi, clairement. Après, ça peut être pertinent d'un point de vue sémantique, par contre. Parce que le lien, il est intéressant d'un point de vue PageRank, mais avec un faible PageRank, s'il est situé dans un texte qui est extrêmement pertinent, ça peut quand même apporter pas mal. Donc, à la limite, pour ça, oui, mais pas pour vraiment renforcer le PageRank.